Monsieur Jean Gardin, vous êtes maître de conférence en géographie à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez soutenu une thèse en 2004 à Paris 10 sous la direction de Michel Civillon, si tous ces noms sont bons. Thèse intitulée La forêt et l'État en Croumiri, politique environnementale et contrôle social des populations rurales en Tunisie. Alors, parmi les publications que l'on peut trouver, vous avez écrit un article dans les Cardiers d'Outre-mer en 2016 sur la politique fait-elle pousser les arbres, essai d'interprétation des permanences et mutations de la gestion forestière en Tunisie, et aussi aux presses universitaires de Paris-Ouest en 2012, intitulé Justice et injustice environnementale. Voilà. Vous nous proposez aujourd'hui une intervention sur les espaces productifs agricoles en France et les remises en cause de l'agriculture productiviste. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous de nous avoir invités. Donc, je vais dire quelques mots avant de commencer. Je suis ruraliste de formation. Ma thèse en Tunisie, effectivement, c'était le monde rural. J'ai continué à travailler sur des espaces ruraux dans les Balkans. Ensuite, en France, j'ai travaillé sur des techniques de traçabilité numérique dans l'élevage ovin en France. Je quitte progressivement ce champ de recherche, je ne suis plus vraiment ruraliste en fait, puisque je travaille maintenant sur les questions qui ont trait en fait très fortement à la question d'éthique, notamment à la question très controversée à l'heure actuelle de l'usage qu'on fait des animaux. Je travaille particulièrement sur les formes de légitimité qu'on donne à la mise à mort des animaux. Donc je travaille à l'abattoir, je travaille sur des choses très différentes, et si j'interviens aujourd'hui, c'est plutôt simplement parce que j'avais coordonné le Master MEF sur la partie géographie Paris 1 et donné quelques cours magistraux sur la dimension agricole des espaces ruraux, et c'est en fait à partir de ça que je viens vous proposer une analyse donc de ce que j'appelle la crise entre guillemets du modèle productiviste et ses remédiations. Vous voyez que le PowerPoint ici, c'est celui que j'adressais directement aux Capétiens et Agrégatifs il y a maintenant un mois. Et avant de commencer, je vais essayer de filer un peu le propos qui m'a précédé, celui d'Alexis Gonin. Alors, Alexis, j'ai été marqué dans ton exposé par quelque chose qui peut paraître violent, mais ce n'est pas une critique, parce que je vais te dire tout de suite que ça m'arrive pour moi. J'ai l'impression que c'est un exposé qu'on aurait pu faire il y a 30 ans sur l'Afrique. Alors je suis tout de suite, voilà, c'est pas une critique, parce que moi en fait c'est ce que je dis à mes étudiants, le cours que je leur fais sur la crise du modèle productiviste et ses remédiations, j'ai l'impression que j'aurais pu le faire également il y a 30 ans. Voilà. Donc j'ai bien reconnu là quelque chose connu. Tu nous as parlé d'angoisse malthusienne, tu nous as parlé d'afro-pessimisme, et puis après d'afro-optimisme, effectivement, et tu as essayé de mettre tout ça en balance dans la notion de mutation de nos campagnes africaines, surtout autour des questions agricoles, en fait. Donc, est-ce que c'est le destin des questions agricoles que de finalement proposer un tableau qui aurait été valable il y a 30 ans ou qui aurait été valable aujourd'hui? Sans doute. Enfin, il y a quelque chose ici qui m'interroge en tout cas, et qui permet aussi de se réinterroger sur cette notion de transition qui est donc centrale dans les programmes, et qui, à mon avis, justement, montre un petit peu, dans certains domaines du réel, en tout cas, une incapacité à donner des flèches, des directions claires vers l'avenir. Donc, vers quoi va-t-on? On ne sait pas trop, parce qu'on est en transition. Ce qui est un mot qui énonce le contraire de ce qu'il prétend dire, en fait, puisqu'une transition, théoriquement, amène en chimie d'un état particulier de la matière à un autre état de la matière qui est connu au travers d'une phase de transition, mais en l'occurrence ici, on ne sait pas du tout où on va. Alors le développement durable est parti, bienvenue à la transition, très difficile de dire où on va. Alors moi l'acceptation la plus intéressante, je trouve, du mot transition, pour développer un tout petit peu là-dessus, son usage en politique, en fait, comment il rentre en politique, il me semble qu'il faut se rappeler de Boris Eltsine, en 1993.
Pourquoi? Parce que la Russie post-soviétique plonge économiquement, socialement, c'est là où on voit les taux de mortalité exploser, on a une pauvreté généralisée, on a un risque de dislocation totale de la Fédération de Russie par privation de réseau de transport. Certains disent que la Russie a tenu grâce à son train, lui il ne s'est pas effondré. Mais en tout cas en 1993, face à cette situation catastrophique, Boris Yeltsin intervient pour rappeler qu'on est alors à ce moment-là en période de transition. Et que ce n'est qu'une transition, et donc on va aller vers quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, il le désigne comme étant l'économie de marché et la démocratie. Voilà. Bon, on est en 2019, alors on peut penser ce qu'on veut de la Russie d'aujourd'hui, mais on peut comprendre quand même avec le recul que ce que Boris Yeltsin désignait en 1993 comme l'horizon à atteindre n'est pas forcément le paysage politique et économique qui a atteint réellement la Russie aujourd'hui. Donc voilà, pour vous dire que ce terme de transition, il est intéressant à déconstruire, pourquoi même pas même avec vos élèves d'ailleurs, parce qu'il d'ailleurs il va vous poser un autre problème, c'est que transition urbaine, transition démographique, transition sanitaire ou transition politique à la Boris Yeltsin, tout ça ce sont des transitions dans le temps. Or, en géographie, on spatialise. Alors comment spatialiser une transition dans le temps? C'est quelque chose qui est fatalement pas évident à mettre en œuvre. D'où l'intérêt, à mon avis, de déconstruire un petit peu le concept. Voilà, j'en arrive à mon propos à moi. Donc, Alexis, quel est le cours que j'aurais pu faire il y a 30 ans? C'est le discours d'une transition agricole, pourquoi pas, qui ferait passer la France d'une société paysanne, encore paysanne, puisqu'elle comporte encore 50% de ruraux, et environ 4 millions de fermes en 1945, à une situation à la fin des années 70, début 80, où on est sur une transformation radicale d'une société, où tout le monde parle français, ce qui n'était pas le cas en 1945, où on n'a plus que 1 million d'exploitations agricoles, où on a des agriculteurs et non plus des paysans. Chacun de ces agriculteurs produisant une quantité de produits agricoles incommensurable, avec incommensurablement moins de travail, mais avec des moyens techniques incommensurablement plus grands en 1945. Ceci grâce à des politiques publiques hyper volontaristes, de soutien au crédit agricole, d'assurance sociale du monde agricole, de mise au point de filières techniques à base scientifique avec des institutions spécialisées comme évidemment l'INRA, qui aboutissent à des progrès technologiques en termes de techniques culturales, en termes d'intrants, produits phytosanitaires, engrais, variétés de semences, sélection des espèces animales et amélioration génétique des animaux. Donc avec tout cet attirail phénoménal arrive à un succès extraordinaire, c'est que la France devient un des premiers pays exportateurs de produits agricoles au monde. La France se nourrit elle-même, nourrit ses voisins et nourrit, pour le meilleur ou pour le pire, des pays qui auraient peut-être mieux à faire à développer leur propre agriculture, notamment en Afrique. Ceci se fait néanmoins, dans ce grand discours-là, avec des pertes et des dommages collatéraux. Alors ces dommages collatéraux, ça va être des paysages ruraux emblématiques de cette diversité française. C'est l'arrachage des haies à partir des années 60, quand les tracteurs n'arrivent plus à rentrer dans les parcelles du bocage. C'est la disparition des civilisations paysannes, qui sont marquées par des ouvrages parfois extraordinaires, hein, mais
tous légèrement empreints d'une petite nostalgie. C'est par exemple le Cheval d'Orgueil de Jacques Ezelias, je ne sais pas si vous connaissez, hein, sur le pays Bigoudin, en Bretagne, qui est peut-être un des ouvrages les plus marquants de ce goût-là. Ça va être la théorisation de cette fin des paysans, notamment par l'ouvrage plus que fameux La fin des paysans d'Henri Mindras, en 1967. Donc disparition de paysages, disparition d'une civilisation, et pour finir, le coup l'estocade, c'est la question environnementale, avec Bruxelles 92, les agriculteurs, premiers pollueurs. Voilà. En sous-texte, il faut comprendre qu'en même temps, cette production exponentielle de produits agricoles évidemment posait problème. C'est les fameux surplus européens qui avaient entraîné la politique des premiers quotas laitiers en 84, des premiers quotas sur les céréales en 86. Donc il y avait quand même aussi des choses économiques un peu plus, peut-être plus sérieuse aussi derrière cette remise en cause de ce modèle dit productiviste. Et quand je dis modèle productiviste, je désigne en fait cette dynamique-là d'encadrement de l'agriculture pour qu'elle aboutisse à un mode de production où chaque unité de travail va produire beaucoup plus. On arrive donc au début fin 80, début 90 à cette crise du modèle productiviste auquel répondent tout un ensemble de nouvelles politiques publiques qui, elles, vont tenir compte d'un certain nombre de ces externalités négatives de l'agriculture, et notamment ces externalités négatives en matière d'environnement. Et donc ce sont les premières mesures agro-environnementales qui naissent avec la réforme de la PAC de 92, confirmée en 96, confirmée en 2003, confirmée en 2010, avec toute une série de mesures qui vont pousser donc au passage à un autre modèle, un altermodèle, une autre agriculture. Ce à quoi répondent d'ailleurs de manière tout à fait opportune et presque magique les nouveaux besoins des consommateurs urbains qui se découvrent une passion pour leur santé, qui se découvrent une passion pour leurs origines rurales de plus en plus lointaines, à 1, 2, 3 générations maintenant derrière eux. Une forme de nostalgie peut-être, on en a parlé beaucoup, de cette idéalisation du monde rural de nos sociétés urbaines contemporaines, mais qui en tout cas du coup changeraient leur pratique alimentaire, passent au bio, passent au circuit court. Voilà. Donc voilà, Alexis a parlé de l'angoisse malthusienne, mais des espoirs africains, et bien là c'est à peu près la même chose si vous voulez. On a un grand discours, on a ce que j'appelle moi le grand récit champêtre, voilà, de ce qui s'est passé depuis 1945. Et il me semble que moi ce discours-là, c'est celui que l'on trouve dans tous les manuels scolaires. C'est celui qu'on essaie de faire rentrer péniblement dans la tête des élèves, et c'est un discours qui, à mon avis, est largement faux. C'est un discours qui souffre d'un certain nombre de boîtes noires, et que j'aimerais essayer un tout petit peu d'ouvrir ici avec vous au travers de quelques exemples. Donc j'ai... Donc je vais reprendre de manière très rapide la première partie de mon exposé. Ce que j'appelle, c'était donc mon premier cours magistral, ce que j'ai qualifié de technique et descriptif, c'était essayer de proposer un certain nombre de cartes, de statistiques, permettant de faire un grand balayage général de ce que c'est que les espaces agricoles aujourd'hui en France, pour pouvoir aboutir ensuite à cette forme de problématisation dont je vous parlais à l'instant. Donc ce grand balayage de la question agricole, je le concentre autour de 4 idées qui me semblent importantes et qui, je vous dis, sont à l'œuvre depuis tellement longtemps qu'il me semble que voilà, je suis d'un conservatisme incroyable. Ce cours, j'aurais pu le faire il y a vraiment très longtemps. La question de la rétractation de la SAU, on va le voir très rapidement, mais voilà, la SAU, ça fait effectivement 70 ans qu'elle est en rétractation. La concentration des exploitations agricoles. Ben oui, aujourd'hui, il n'y a plus que 350 000
exploitation agricole. Donc finalement, le grand retournement des années 90, l'agri-environnement, c'est un des points centraux, n'a pas du tout stoppé la concentration des exploitations agricoles. C'est bien pour ça que le grand récit champêtre, il souffre de certains défauts. La question des spécialisations régionales, et qui là aussi, vous allez le voir, ne date pas d'hier, et qui n'est pas prête de s'éteindre. Les spécialisations agricoles régionales sont aujourd'hui parfaitement confirmées. On va voir pourquoi. Et enfin, quatrième point qui me semble important, c'est qu'on est toujours dans la même dynamique depuis au moins 45, et 45 n'est même pas forcément le point de repère ultime. Il faudra peut-être revenir aux origines même de la révolution industrielle pour voir les origines de ça, mais il s'agit d'un secteur qui est particulièrement administré. Et c'est là peut-être qui est le nœud du problème agricole, c'est qu'on est dans un secteur que l'on dit dépendant des subventions, et qu'il est réellement à l'échelle de chaque exploitation agricole. Les subventions européennes représentent entre 20 et 40% généralement du budget d'une exploitation agricole. Mais paradoxalement, plus on est petit d'ailleurs, et moins on est résilient, parce que plus on est petit, en général, plus on dépend de ces subventions agricoles. Donc on a un secteur hyper administré. Vous allez voir quelques images qui sont assez marquantes, je pense, qui sont prises à côté d'ici, c'est autour d'Arbonnières. Et qui s'adressent à quoi? Qui s'adressent, même s'ils sont moins nombreux aujourd'hui qu'hier, à une multitude de petits producteurs. Et là, je me permets de faire référence non pas à 45, mais à 1850, à Karl Marx, qui lui-même, déjà à son époque, commençait à se poser des questions, se demandait mais pourquoi ces petits paysans ne disparaissent-ils pas au profit d'entreprises agricoles où on aurait des salariés agricoles? Eh bien, ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. L'exploitation n'est peut-être plus paysanne au sens traditionnel du terme, mais elle est toujours familiale. Le salariat agricole, aujourd'hui, c'est toujours une proportion, mais ridiculement faible, de la main-d'œuvre agricole totale. Donc, un secteur administré qui administre une myriade d'exploitations familiales. Donc, je vais essayer d'aller assez vite là-dessus, parce que ce sont des choses qui sont sans doute connues. Je passe là-dessus, c'était pour faire plaisir à mes étudiants, leur dire bienvenue dans un secteur administré, en leur proposant déjà toute une série d'abréviations toutes plus sympathiques que les autres, hein, la SAU, les EARL, le GAEC, les UGB, les UTEX, UTA, STH, IA, etc. etc. C'est un monde de l'administration, c'est un monde des acronymes, c'est un monde où ça devient un peu difficile de se repérer. Donc la superficie agricole utile. Les rappels de base, c'est qu'on a 50% du territoire métropolitain qui est aujourd'hui cultivé. Vous savez que vous avez environ, les sols boisés environ 30%, et le reste, ça va être sol artificialisé, landes, friches, maquis, garrigues. Donc c'est une part en diminution, puisqu'on avait donc 63% du territoire français qui était cultivé en 1950. Donc ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, un département tous les 10 ans, on a une rétractation, notamment au profit des surfaces artificialisées et de la forêt. Donc la forêt qui est encore aujourd'hui en augmentation légère. J'en profite pour vous dire que, y compris quand on passe l'agrégation, on ne sait pas ce que c'est qu'un hectare, on n'arrive pas à se le représenter. Donc, je vous rappelle, ça fait quand même deux terrains de foot grossièrement, donc c'est une unité facile à rappeler aux élèves. Et du coup, je m'étais amusé à calculer ce que c'est qu'un journal agricole. Et un journal agricole, c'est un quart d'hectare grossièrement en traction animale. D'accord? Ça veut dire qu'on va pouvoir labourer un quart d'hectare à la journée. Alors je m'étais amusé donc, sur un site un forum d'agriculteurs à calculer le journal agricole contemporain avec un tracteur, alors sans aucune précision de la puissance du tracteur, d'ailleurs c'était vraiment à la louche. On a une multiplication au moins par 25 du journal. Bon, évidemment on n'utilise plus cette mesure
aujourd'hui. Mais si on voulait actualiser cette mesure moyenâgeuse, on a un minimum une multiplication par 25 de la productivité du travail individuel d'un travailleur agricole. Voilà. C'est juste pour donner un ordre de grandeur. Donc je vous le disais, ce sont des échanges, cette évolution de la SAU, ce sont les échanges avec les espaces forestiers et les sols artificialisés, je ne m'étends pas là-dessus. Et ensuite, je rentre dans toute une série de cartes, je vais passer très très vite, j'en ai une bonne cinquantaine ici à vous présenter, donc on ne va pas toutes les regarder, absolument pas. Mais pour vous dire qu'est-ce que je peux faire passer comme message à des élèves s'il s'agit de spatialiser les questions agricoles en France. S'il s'agit de spatialiser, je pense qu'il faut insister sur deux notions. Un, les spécialisations régionales. Pourquoi ? Parce qu'on a un peu tendance à entendre dans les salles de classe, il me semble, l'idée que maintenant on peut cultiver tout n'importe où. En gros, on peut cultiver des tomates sur la Lune, c'est plus ou moins au programme. Si je regarde bien la télé pour faire des étapes pour aller vers Mars, on pourra faire ça à un moment ou à un autre. On pourra cultiver dans l'espace. Donc on pourrait penser qu'on peut faire n'importe quelle agriculture, n'importe où. Sauf que dans le cadre d'une économie marchande, où on échange des produits, depuis Ricardo, on sait qu'on se spécialise dans ces avantages comparatifs. Or, si tout le monde a accès plus ou moins à la même technologie, qu'est-ce qui va faire la différence, qu'est-ce qui va faire l'avantage comparatif d'une région agricole par rapport à une autre? Ça va être ses conditions naturelles, essentiellement. Alors pas tout à fait que, ça va être la proximité des grands axes de transport aussi. Mais la première notion importante, ce sont les conditions naturelles. Ce qui veut dire, et c'est un paradoxe, mais explicable dans le cadre d'une économie de marché, d'une économie marchande, c'est que plus on a développé la technologie, plus on est dépendant des conditions naturelles. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on va cultiver du blé beaucoup plus facilement sur une terre riche, limoneuse et plate, dans la Beauce par exemple, ou ici autour d'Amiens, que sur les contreforts du Massif central. Ben, bizarrement, on ne trouve plus de céréales sur les contreforts du Massif central. Par contre, on les trouve ici. C'est quoi? Ce sont les conditions naturelles. Donc cette spécialisation régionale en fonction des conditions naturelles, ça c'est le critère primordial. Et ensuite, deuxièmement, ce qui me semble apparaître comme simplification grossière, mais relativement cohérente, il me semble, pour les élèves, c'est une séparation, vous allez le voir, qui revient très fréquemment sur beaucoup de cartes, c'est France du Nord, France du Sud. Alors ça c'est une première illustration de la chose. Ça, c'est la part de la superficie agricole utilisée dans la surface totale sur la maille territoriale. Et vous voyez, grosso modo, c'est très très grosso modo, mais une France du Nord qui s'oppose à une France du Sud. Alors, évidemment, c'est pas parfait, c'est aussi une France des reliefs, en fait, qu'il y a derrière. Donc, vous voyez ici les massifs vosgiens, vous voyez les Alpes, qui viennent trahir ce que je viens de dire à l'instant. Mais évidemment, ce sont ces grands bassins du nord de la France qui contiennent, qui accueillent des superficies agricoles utilisées proportionnellement de manière plus importante que des régions qui sont plus globalement, très globalement, mais plus escarpées sur la France du Sud. Je passe rapidement sur les grandes orientations culturelles qui ne sont pas, il me semble, dans le cadre de cet exposé fondamental. Pour dire quoi? Bon, on a des cultures permanentes qui sont essentiellement des cultures de la partie sud. Ces cultures permanentes, c'est notamment la vigne, bien évidemment, dont on sait que qu'en superficie, elle réduit à l'échelle quasiment maintenant d'un siècle, avec une spécialisation vers des productions dites de qualité et d'origine protégée, et en diminution de la viticulture de masse. Toujours avec des exceptions, puisqu'il faut tenir compte des vignobles alsaciens, de Champagne, de la Loire, bien évidemment. Des grandes cultures qui concernent essentiellement les grands bassins et les terres faciles à cultiver, ça va être essentiellement le bassin parisien, secondairement
une grande vallée de la Garonne et les Landes. Des prairies qui concernent essentiellement une France du Sud, avec des extensions dans l'ouest breton, mais surtout normand. Superficie toujours en herbe, mais c'est la même chose à peu près. Je passe sur les questions d'élevage. Pour arriver à ce tableau-ci. Ce tableau-ci, c'est l'orientation techno-économique des exploitations recensées à la commune, ici en 2010. Alors, l'orientation technico-économique des exploitations, c'est une classification, une typologie basée sur la valeur financière des productions de l'exploitation. Elle nous dit quoi? Elle nous dit que si on s'intéresse à cette division en deux de la France, France du Nord, France du Sud, cette division est maintenant un peu brouillée. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs petits bassins agricoles, comme par exemple un qui se trouve à l'extrême ouest du territoire, ici, c'est la Bretagne, avec un modèle très particulier qui est ici basé sur l'élevage hors sol et les cultures fourragères. Secondairement sur du maraîchage, de la culture de légumière. Ce qu'on appelle le modèle breton se distingue ici de manière très nette. Mais ce qu'on voit aussi apparaître très nettement, c'est toujours cette carte du relief, avec une dominante des superficies toujours en herbe sur les massifs montagneux. Spécialisation régionale sur l'élevage extensif des régions escarpées. Spécialisation particulièrement intéressante si on l'oppose à celle, par exemple, en jaune ici, des zones de grande culture et de production céréalière. Pourquoi? Parce que figurez-vous, les moutons comme les vaches préfèrent le terrain plat aux terrains escarpés. Et des moutons, il y en a eu dans le bassin parisien en très grand nombre jusqu'aux années 40-50. Alors pourquoi n'y a-t-il plus de moutons dans le bassin parisien? Pourquoi on attend toujours dans le Massif central? Simplement parce que comme on a le choix entre les deux, quand on est en Beauce, on va choisir la spécialisation qui va rapporter le plus. Donc exit le mouton. Donc ce qui veut dire que nos montagnes du sud de la France sont dans une spécialisation économique agricole par défaut. Elles font ce qu'on leur a laissé. Il est inconcevable pour elles de se lancer dans une concurrence avec les agriculteurs de la Beauce. Par contre, comme la Beauce a abandonné l'élevage, eh bien, il nous reste ça à faire. C'est pas par goût des bestioles. Alors certes, en montagne, il y a des terrains qui ne pourraient pas être valorisés autrement. Ce sont les estives, ce sont les terrains de haute altitude, et qui là se comprennent effectivement dans un système d'élevage assez complexe, où on a un rapatriement en fait de la biomasse végétale produite par les herbages d'estive, et qui redescend sous forme de viande et de fumier dans la vallée. Des choses qui se comprennent comme ça. Mais donc, une carte, une carte des espaces productifs agricoles français, si vous voulez, qui ici est marquée par une marqueterie de petits bassins productifs, des cultures permanentes, des grandes cultures, des espaces pastoraux et des modèles particuliers, régionaux, par exemple le modèle breton. Alors je me suis amusé à aller chercher une carte des années 50, pour vous dire je suis un peu conservateur. Là on a une carte de la collection Grenier de Fontaine, de 1950 à peu près. Et alors ce qui est assez drôle, c'est que on retrouve déjà quasiment cette carte de 2010. Vous retrouvez la spécialisation blé, betterave de nos plateaux picards, vous retrouvez les herbages de l'Ouest et vous retrouvez également les espaces pastoraux des montagnes pyrénéennes, etc. etc. Alors c'est assez marquant, c'est juste aussi un artifice cartographique, parce que il faut bien voir que cette carte-là
était peut-être un peu en avance sur son temps, ou du moins simplifié à l'extrême des réalités qui étaient plus complexes. La France agricole était quand même avant tout, en 50, encore une forme de polyculture élevage, où on faisait un peu de tout. Donc ici, la carte, elle est déjà proactive, je dirais, dans l'inclusion au marché. Voilà ce que ça donne dans un manuel scolaire. C'est le livre scolaire, j'avais trouvé que ça, voilà. Et qui donnait finalement une image à peu près correcte, il me semble, de ces grands bassins productifs de l'agriculture française. Je passe sur quelques développements sur le modèle breton. On n'a pas le temps de passer tous les détails. Je voudrais passer à un point qui me paraît plus important. Comment on travaille? Comment on travaille en agriculture? 3 points à faire passer, il me semble, qui sont importants. C'est la question des facteurs de production, travail, terre, capital. Alors, le travail agricole se mesure en UTA, unité de travail agricole. Unité de travail annuelle. Pourquoi? Parce que mesurer le travail agricole, c'est un peu la gageure. C'est un peu la gageure. Pourquoi? Parce qu'on est dans le cadre d'exploitation familiale. Je vous l'ai dit, il y a un salariat agricole qui est extrêmement faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille un peu comme un libéral ou un artisan, un peu un plombier ou un garagiste, si vous voulez, hein, ou un avocat. On ne compte pas ses heures de travail. Enfin, si les avocats comptent, mais ça, c'est des mauvais avocats. Dès que vous décrochez le téléphone, ils vous chargent. Mais les bons avocats, non. Enfin, restons sur le garagiste ou sur le plombier. On ne compte pas ses heures de travail. Une journée agricole, ça commence très tôt le matin, ça finit très tard le soir. Pour peu qu'on ait des animaux, vous le savez, c'est une astreinte quotidienne, dont on essaye de se dégager par des formes de recours, soit du travail temporaire, soit des formes de co-exploitation. Mais enfin bon, on ne compte pas son travail individuellement en tant que chef d'exploitation. En général, un homme, encore aujourd'hui, parfois une femme, et le conjoint n'est en général pas considéré comme un travailleur de l'exploitation agricole. Il y a maintenant des formes de reconnaissance du statut de co-exploitant, mais c'est encore relativement rare. Ce co-exploitant est souvent salarié, à temps plein ou à temps partiel, et consacre en fait son temps libre au travail sur l'exploitation agricole. Ceci sans compter le travail des vieux parents, en général toujours présents très tardivement. On reste jeune très tard en agriculture, on appelle jeune exploitant un exploitant de 45 ans, sans aucun souci. Donc on a les grands-parents qui sont toujours là, et on a les enfants qui aussi donnent la main. C'est encore aujourd'hui vrai qu'on peut croiser des gamins de 12 ans conduisant des tracteurs de 400 chevaux. C'est encore un spectacle tout à fait courant. Donc, des exploitations familiales, mais qui se sont réduites en nombre, et donc un travail agricole qui aujourd'hui ne représente quasiment plus rien en France. On a 2 à 3% du travail global produit en France qui se passe dans le domaine agricole. Et ça, c'est essentiel. Enfin, on n'est pas sorti du cycle. Tout ce qui est espoir de renouveau de l'agriculture française à l'heure actuelle, qui a tendance à opposer à un vieux modèle méchant, les productivistes pollueurs et désertifères de campagne, à des gentils bio repeuplants, ben ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Moi, je dirais que le facteur travail, ce n'est pas forcément celui dont on parle le plus. La dynamique de concentration des terres dans les exploitations de plus en plus grandes et de moins en moins nombreuses est un fait bien connu. Et cette concentration n'est possible que par l'augmentation de la productivité du travail.
travail est effectué toujours aujourd'hui dans le cadre d'exploitation familiale. Pourquoi? Parce qu'elles ont les vertus de concentrer les risques. Et ça, c'est encore une analyse qui ne date pas d'hier. C'est une analyse qu'on doit à Claude Sarvolin, qui est sociologue ruraliste et qui a écrit un article là-dessus en 1972, et qui essaye de répondre à la vieille énigme des marxistes et des libéraux depuis les années 1850. Marxistes et libéraux se demandent pourquoi est-ce que l'agriculture ne va pas s'industrialiser sous la forme de grandes entreprises avec des salariés et des patrons et des contremaîtres. Sarvolin, en 1972, propose la réponse la plus convaincante en disant l'exploitation agricole familiale, elle compte pas son travail, elle compte pas ses pertes, et du coup, elle encaisse des chocs qu'une grande entreprise industrielle serait incapable d'encaisser. Ces fluctuations, c'est quoi? C'est les fluctuations des cours du marché. Vous voyez tout ce qu'encaissent à l'heure actuelle des exploitations d'élevage. Laitier, viande, les deux. En ce moment, c'est sur l'élevage que ça tape. À d'autres moments, ça peut être sur d'autres productions. Et voilà. Il y a une fluctuation des cours terrible. Certains vont disparaître, c'est certain. Mais ces terres-là vont être rachetées ou réutilisées par les voisins qui vont agrandir par l'exploitation et continuer. Donc ici, on a la masse tampon du système agro-industriel. On a des industries agroalimentaires qui, à l'amont, vont fournir des intrants, du matériel, des semences, des gènes, aujourd'hui. Et à l'aval, on va avoir des grandes structures d'achat qui vont acheter, transformer, revendre les produits agricoles. L'essentiel du risque là-dedans, il est pris en charge par des microstructures ridiculement petites des exploitations familiales. Ça, Sarvolin le met en place en 1972 d'un point de vue théorique, c'est toujours d'actualité, qu'on soit dans le bio, qu'on soit ailleurs. C'est pour ça que je dis que prise isolément, de crise sectorielle en crise sectorielle, une exploitation familiale, elle survit ou elle meurt, mais que prise dans leur ensemble, elle se raréfie, se concentre, mais demeure comme modèle, comme structure d'organisation résiliente. On reste dans l'exploitation familiale. On ne va toujours pas vers de l'agribusiness, on ne va toujours pas vers de la grande entreprise agricole. À quoi ça va aboutir, j'en sais rien. Peut-être que dans 50 ans, il n'y aura plus qu'un seul exploitant agricole en France, et peut-être que ça sera un robot, j'en sais rien. Mais, en tout cas, on ne va pas vers la grande entreprise capitaliste. Je passe peut-être rapidement sur la question de la terre et sur la question du capital. Ce sont des facteurs qui sont sans doute un peu mieux connus, on en parle plus en tout cas que du travail agricole. Simplement pour vous dire que là-dessus, le modèle nord-sud, la division nord-sud du territoire national va fonctionner à nouveau, hein. Il n'y a pas trop de soucis. On voit ici la taille moyenne des exploitations agricoles en 2010, la moyenne nationale étant à 55 hectares. On a, dans nos terres de France du Nord, des exploitations qui sont en moyenne beaucoup plus grandes que dans la moitié sud. Attention pour nos élèves, toujours rappeler aussi que la taille d'une exploitation ne veut rien dire de sa production économique. La superficie n'est pas la taille économique. Donc, on peut le leur rappeler en reprenant le cas de l'irrigation, dont a parlé Alexis Godin tout à l'heure, qui multiplie la valeur productive d'une terre dans des proportions extrêmement importantes. France du Nord, France du Sud, vous voyez ici la part des exploitations agricoles enregistrées en tant qu'exploitation individuelle. Pardon, exploitation agricole à responsabilité limitée, pardon, qui est une forme de dissociation des budgets ménages et des budgets entreprises sur une exploitation agricole. Une exploitation individuelle, l'exploitant est responsable sur ses deniers propres, sur ses finances personnelles,
de l'ensemble des prêts, des crédits qu'il a engagés pour son exploitation agricole. Dans l'EARL, forme modernisée de l'exploitation familiale, on a une séparation des budgets. Donc on a une forme de protection à minima de la vie de l'individu et de la famille. Vous voyez que là aussi, on a une division nord-sud qui apparaît de manière relativement claire. Donc c'est assez pratique. Si on veut faire des cartes, je pense que cette division nord-sud, il faut toujours l'avoir un peu en tête. Je passe sur le salariat agricole. Donc, globalement, il nous dit quoi? Il nous dit que les zones de viticulture, de maraîchage, les zones irriguées, on peut beaucoup sur les petites surfaces, alors qu'évidemment, dans les grandes exploitations céréalières de la Beauce, on a une utilisation en fait, très très faible de travail humain. On a un travail humain différé. En fait, on a du capital investi, c'est la puissance des tracteurs et c'est le nombre de socs à la charrue qui détermine la productivité du travail. Et en ce qui concerne ce capital, on peut évoquer la question du prix de la terre, qui est en augmentation globale de 50 à 74, qui baisse jusqu'en 96, et puis qui, depuis 96, a quasiment doublé. Une valeur qui est extrêmement variable selon les régions, puisque dans le Nord-Pas-de-Calais, on arrive à des valeurs qui aboutissent à 13 000 € l'hectare. Donc la question de l'accès au sol, l'accès à la terre, n'est pas une variable simple. Ce n'est pas une variable simple en Afrique, ce n'est pas une variable simple ici, ici non plus. Par contre, il ne faut jamais oublier aussi de rappeler, enfin de nuancer un petit peu la question de l'accès au foncier, qui dans les représentations sociales me semble être toujours associée à celle du petit paysan propriétaire. Or, je pense qu'ici, là, dans la Miennois, on doit savoir que les exploitants agricoles ne sont pas forcément des propriétaires de leurs terres. On a des formes de faire-valoir qui sont celles de la location, du fermage, et qui sont en fait dominantes en France du Nord. Donc ce n'est pas tous les paysans qui sont attachés à leurs terres, pour une raison simple, c'est que ce n'est pas eux. Donc on a plutôt une France du Sud de propriétaires, et une France du Nord qui est plutôt une France de locataires. Maintenant, ça, il faut le nuancer toujours à différentes échelles. Pourquoi? Parce que dans une exploitation agricole, vous trouvez en général, dans une seule et une même exploitation agricole, vous trouvez en général 3 types de tenures foncières. Vous avez une partie qui est de la propriété exploitée par l'exploitant agricole, vous avez une partie qui loue à des voisins, et vous avez même souvent une partie de terre qu'il possède, mais qu'il a louée à d'autres voisins. Pourquoi? Parce que c'est plus pratique pour lui, à un moment, pour les questions logistiques, de transport, parce qu'une exploitation agricole, c'est avant tout une entreprise de transport, ça vous l'avez bien remarqué sur les routes, hein. Voilà, il faut organiser cette logistique qui est une logistique lourde. Nota bene, je ne sais pas s'il en existe dans le coin ici ou non, mais là j'ai trouvé encore tout récemment dans un journal de la Sarthe l'illustration d'une vente aux enchères à la ferme qui illustre ça finalement, qui illustre cette variété des rapports au sol et à la terre. C'est quoi ici dans la Sarthe et plus globalement en Normandie? C'est une tradition qui survit très difficilement, mais qui n'est pas complètement morte. Au moment où le chef d'exploitation part à la retraite, il fait publier dans les canards du coin l'annonce d'une vente aux enchères pour que les agriculteurs puissent venir acheter absolument tout ce qu'il y a. Donc le matériel agricole, le tracteur, les semoirs, etc. etc., etc. Pourquoi? Parce que la terre n'appartenant pas à cette personne, il s'agit de faire du numéraire pour pouvoir donner ensuite des parts d'héritage à chacun. Il n'y a pas un enfant qui va hériter d'une exploitation agricole puisqu'il n'y a pas d'exploitation agricole en propriété. Donc voilà, ça permet de relativiser cette question de l'attachement au sol. Je passe sur le prix du tracteur, je vais en arriver un peu vite quand même. Non, je passe là-dessus. Je vous laisse le diaporama, donc si vous voulez le consulter, je pense que vous pouvez le mettre à disposition des enseignants. Ça, je vous montre ça quand même sur la question de l'administration du secteur.
Là, c'est Arbonnières, je crois que j'ai centré ici. Hein. C'est celle-là où habitait ma grand-mère. C'est quoi? C'est une image que je suis allé prendre sur Géoportail, le site de l'IGN, pour les citoyens. Ben, vous trouvez ici un onglet qui s'appelle « Campagnes agricoles ». C'est quoi? Ce sont les déclarations à la parcelle des agriculteurs. Quand je vous parle d'administration et de bureaucratie agricole, c'est pas rien. C'est que chaque agriculteur est tenu de déclarer et de dessiner lui-même ses productions géoréférencées à la parcelle. Donc, a priori, on sait très exactement ce qu'on a cultivé partout en France. Et là, il y a une part d'auto-aliénation, je dirais, là, de la part des agriculteurs. S'ils ne font pas ça, ils ne touchent pas les subventions correspondantes, puisqu'aujourd'hui, les subventions sont découplées des productions, mais sont liées aux surfaces cultivées. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais c'est la réforme de la PAC du milieu des années 2000. Et donc voilà, maintenant, il faut vraiment savoir où est-ce qu'on cultive et non pas combien on cultive. Eh bien, ça, ils le font eux-mêmes. Donc c'est un travail d'administration d'eux-mêmes qu'ils font le soir en rentrant chez eux, tout un travail de comptabilité en fait, d'auto-administration qui est extrêmement impressionnant. Ce que je trouve assez drôle ici, c'est qu'en fait, sous les campagnes agricoles, dans ce pays d'open field, d'habitat très groupé autour de l'église, avec des traditions mortes depuis longtemps de travail en commun des champs dans les 3 grandes sols médiévales que vous connaissez dans vos cours d'histoire, eh bien, cette organisation sociale morte du pays d'Openfield survit dans les paysages, non seulement parce qu'on a toujours l'église d'Arbonnières et son bourg concentré au centre du finage, mais même si on fait varier, vous allez le voir peut-être, j'espère que vous allez le voir, si on fait tourner plusieurs campagnes agricoles, on voit presque tourner un disque. Et pourquoi? Parce qu'il doit y avoir quelque part, justement, dans les héritages de famille en famille, des parcelles qui ont dû rester dans les mêmes mains et qui font que, sans doute, les agriculteurs d'Arbonnières ont encore des parcelles à peu près régulièrement réparties dans les 3 vieilles sols. Et normalement, je ne sais pas si c'est moi qui rêve ou pas, mais on croit avoir tourné un disque. Ça permet en tout cas d'évoquer la question des paysages agraires et du rôle de palimpseste des paysages. Donc cette trace d'une organisation sociale morte, mais qui a une rémanence dans le paysage. Voilà. Vous l'avez vu, vous ne l'avez pas vu. Je veux le voir. Je passe rapidement sur ces questions d'organisation, d'encadrement de l'agriculture. Juste pour dire très rapidement que s'il y a un moment qui est fondamental dans la vie d'une exploitation agricole, c'est le moment de la succession. C'est le moment où l'exploitant arrive à la retraite. Il va falloir savoir qu'est-ce qu'il advient. Est-ce que l'exploitation reste dans le cadre de la famille? Est-ce qu'un des enfants reprend? Est-ce qu'elle reste une exploitation familiale de même taille, mais étant confiée à un autre exploitant? Ou est-ce qu'elle va disparaître? Est-ce qu'elle va se fondre dans une exploitation voisine qui va l'absorber? Je passe sur les... pour arriver à ma conclusion intermédiaire. Donc, l'agriculture en France, pour moi, c'est travailler beaucoup dans un secteur lourdement surveillé et administré, au prix d'un très lourd investissement en capital, pour gagner en moyenne relativement peu, et en encaissant fluctuations du marché et risques naturels. Voilà. Bon. Tout ça pourrait être, dans la grande majorité des cas, son propre patron. On comprend qu'en dépit de tentatives nombreuses de primo-installation, l'installation d'un jeune agriculteur demeure très majoritairement une affaire de succession familiale. Alors, je voudrais maintenant arriver à mon deuxième point. Je sens que je n'ai que quelques minutes. J'ai une dizaine de minutes pour aborder maintenant ce que j'appelais la critique du grand récit champêtre.
Je vous rappelle, ces éléments, je les ai donnés en introduction, mais la France aurait connu une révolution silencieuse qui l'aurait fait passer d'une société largement paysanne à une société industrielle dotée d'un très faible nombre d'exploitants agricoles, mécanisés, productifs et intensifs, qui assurent la sécurité alimentaire de la France et de l'Europe. Elle s'est mise en place grâce à une politique très volontariste, nationale puis européenne, avec l'aide des exploitants eux-mêmes, par l'organisation de la cogestion du monde agricole, avec son syndicat majoritaire, la FNSEA, qui truste les postes dans les différentes chambres d'agriculture départementales. Donc un franc succès, mais victime de son succès, justement, à cause de ses externalités négatives sur le plan environnemental et social, que sont la désertification agricole de la France et l'ensemble des scandales sanitaires liés à la pollution des sols, ou voire avec l'affaire de la vache folle, avec la contamination des animaux. On aurait donc, depuis les années 90, un retour réflexif sur ces nuisances et la promotion de modèles alternatifs porteurs. Et effectivement, on peut voir se développer une agriculture biologique, une agriculture de circuit court, dont je dois avoir une carte, je pense, quelque part ici. Non, je ne l'ai pas ici, tant pis. Mais on doit être, je pense, de mémoire, je ne retrouve pas dans mon diaporama, on doit être à 6-7% des superficies agricoles en biologique, je pense, à l'heure actuelle. Avec là aussi une opposition France du Nord, France du Sud. Je croyais avoir la carte, je ne l'ai pas mise finalement, qui est assez nette. Hein. C'est la France du Sud, c'est une France du Sud qui se dirige majoritairement vers le bio, avec une France du Nord qui prend du retard de ce point de vue-là. Et du coup, cette spatialisation, d'ailleurs, induit des questionnements. Enfin, est-ce qu'on ne va pas aller, et c'est une grande question depuis le début des années 2000, vers une agriculture à deux vitesses, à savoir une agriculture de petits exploitants ayant tendance à aller vers le bio, et dont la raison sociale principale serait l'entretien des paysages. Ce sont tous les discours à la fois nationaux et européens sur la multifonctionnalité de l'agriculture. Mais est-ce que ça, ce ne serait finalement qu'une espèce de partie, quasiment de masque peut-être, pour camoufler le reste, qui serait une exploitation agricole productiviste, forte consommatrice d'intrants agricoles, destinée à nourrir la France, l'Europe, voire le monde. Donc est-ce qu'on n'aurait pas, à travers cette carte France du Nord, France du Sud, de voir se dessiner finalement les régions qui vont rester sur les spécialisations productives nécessaires, et les autres qui vous serviront de décor pour vos vacances. Voilà donc le grand récit champêtre. Je voudrais le critiquer parce qu'il est à la fois porteur de faux espoirs et en même temps, à mon avis, destructeur des vrais espoirs. Porteur de faux espoirs parce que pour l'instant, oui, l'agriculture, il me semble, ne va pas se convertir au bio et au circuit court du jour au lendemain et n'en prend absolument pas le chemin. Donc faux espoirs. Et j'ai envie de dire aussi destructeur de vrais espoirs. Pourquoi ? Parce qu'il me semble qu'à l'heure actuelle, on a une telle prégnance des discours favorables à l'agriculture biologique, dépréciateurs de la consommation de viande, qu'on a l'impression que ce discours-là, effectivement, et on en a parlé ce matin, j'ai bien saisi quelques interventions là-dessus, comme si les urbains pouvaient arriver à chaque fois avec une nouvelle lubie en tête pour dire aux agriculteurs qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et donner les bonnes notes et les mauvaises notes. Il y a les gentils, il y a les méchants pollueurs productivistes, les gentils bio, circuit court. Donc en gros, diviser des gens qui, à mon avis, sont en fait confrontés au même problème. Je voudrais vous en donner un exemple ici, dans les 5-10 minutes qui me restent.
autour de la controverse sur le glyphosate. C'est assez emblématique de la question. Pourquoi ? Parce que on a une inquiétude très forte depuis maintenant au moins une dizaine d'années sur les conséquences sanitaires de l'utilisation des glyphosates, qui a été classée comme cancérigène probable par l'Organisation mondiale de la santé, et qui est devenue un petit peu l'image même de la mauvaise agriculture. Il faut dire qu'il n'a rien pour lui, ce pauvre glyphosate. Il a été inventé par la firme Monsanto, qui est productrice de produits chimiques, d'abord à vocation militaire, puis après agricole, et qui diffuse son usage de glyphosate à l'échelle mondiale comme accompagnement logique des organismes génétiquement modifiés qu'elle a elle-même inventés au cours des années 80. Pourquoi ? Parce qu'elle invente les OGM qui résistent au glyphosate. Donc le glyphosate herbicide total, sauf pour les plantes produites en OGM par Monsanto. Donc évidemment, il part avec une légère image de produits sulfureux, pour le glyphosate. Alors je ne vais pas faire sa défense, n'en mangez pas, ça tue, c'est même un mode de suicide chez les agriculteurs de consommer du glyphosate. Donc je ne vais pas vous faire de la pub pour le glyphosate, je l'utilise comme exemple pour vous dire qu'il y a peut-être une complexité qui est ratée quelque part dans le débat à l'heure actuelle. Alors, la controverse, elle se développe depuis une petite dizaine d'années. Un point marquant, il me semble, c'était un épisode de l'émission de Cache Investigation d'Élise Lucet sur l'usage des pesticides de manière générale dans l'agriculture française, avec cette carte qui était une carte choc. Pourquoi ? Parce qu'elle n'existait pas. C'était la carte départementale de l'usage des produits phytosanitaires. Alors, elle vous dit, eh ben, là où ça pollue le plus en matière agricole. Vous pouvez la montrer à vos élèves, essayer de travailler avec eux sur le fait que c'est une carte qui est très mauvaise d'un point de vue de sémiologie graphique. Pourquoi ? Parce que c'est une valeur en stock, ici, qui est représentée en aplat de couleurs. Donc c'est contre toutes les règles de la représentation cartographique. Mais bon, c'est un point méthodologique, mais à part ça, voilà, elle fait marque dans l'histoire. Donc je vous dis, c'est un cancérogène probable pour l'OMS. Elle se répand notamment dans les eaux, et donc on la retrouve au robinet, sous forme de produits dégradés des glyphosates. Cette carte-là, avec vos élèves, vous pourriez la comparer avec la carte des zones irriguées en France, elle serait assez intéressante. Vous verrez pourquoi, parce qu'en fait, elle ne correspond pas à ces deux cartes-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des zones où l'eau du robinet est captée en nappe profonde, en nappe fossile. C'est le cas notamment dans le Médoc et dans les Landes. Vous voyez ici cette pollution de l'eau au robinet, elle est nulle dans le Médoc. Or, c'est une des régions les plus arrosées en produits phytosanitaires au monde. Si vous prenez dans le Médoc, franchement, mettez un masque, hein, c'est l'enfer. Donc, il y a très très peu de contestation de ces usages-là, sauf autour des cours d'école en général. Pourquoi ? Parce qu'on ne la retrouve pas au robinet. Par contre, vous voyez ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, là par contre, ça se retrouve directement. Donc là, on va avoir des polémiques beaucoup plus graves. Donc voilà, les méchants et les gentils. Ben là, c'est l'extrait d'un entretien avec un méchant. Donc c'est un agriculteur qui utilise du glyphosate. On est dans la Beauce. C'est une collègue, Lydie Goldner, qui avait fait cet entretien il y a 2 ans maintenant. C'est moi qui lui avais demandé de le faire, elle le connaissait, et je voulais le soumettre aux étudiants. Je vous lis l'extrait parce qu'il est vraiment assez révélateur. Je n'étais pas issu d'une famille d'agriculteurs, je n'ai pas sauté le pas lorsque j'étais jeune, toutefois mon beau-père était agriculteur, je l'ai toujours aidé, à sa retraite j'ai repris l'exploitation, mais c'est petit, 52 hectares consacrés à la grande culture. 52 hectares, moyenne nationale en gros, et c'est de la grande culture. C'est un nain. Il est dans la Beauce, ses voisins, ils ont 6 fois plus. En réalité, je suis double actif. Vous voyez, il a 52 hectares, mais en fait, il a double. Au total, je consacre 45 jours par an à mon exploitation. Je produis des céréales et des oléagineux. J'achète des bidons de glyphosate banalisés. Banalisés simplement parce que Monsanto n'a plus son brevet d'exclusivité, donc maintenant ça coûte beaucoup moins cher, c'est banalisé. Et pour expliquer ma non-utilisation du produit, il faut que j'évoque les 3 grandes façons de travailler la terre en Europe. 3 grandes façons de travailler la terre en Europe.
Moi, j'en connaissais que deux. La méchante et la gentille. La bio et la productiviste. Pour lui, il y en a trois. Il y a le mode conventionnel avec labour. Les adventices, c'est-à-dire les mauvaises herbes, qui poussent, sont enfermées dans le sol grâce au labour et ils crèvent, faute de photosynthèse. Il y a la technique culturelle simplifiée, donc sans labourer avant. Après la moisson, tu travailles juste la surface du sol sans labourer pour inhiber les graines en dormance et les mauvaises herbes. Ok, c'est la deuxième façon. Troisième façon, c'est le semis direct sous couvert végétal, sur un sol non travaillé mais couvert de plantes. Non seulement il n'y en a pas deux, il y en a trois, non seulement ce n'est pas les gentils et les méchants, mais il n'y a même pas le bio. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est qu'on a une complexité sous-jacente qu'on n'avait pas vue. Chez les méchants, il y a une diversité. Qu'est-ce qu'il nous dit ce méchant? Je pourrais certes m'en passer, mais cela complexifierait aussi plus mon travail. Ça aurait des impacts supplémentaires. Je devrais passer plus d'heures en tracteur, j'aurais plus d'usure de mon matériel et de dépenses de fuel. Ça dégagerait plus de CO2. Ça dégagerait plus de CO2. À quoi il fait référence là? Il fait référence au réchauffement global. Il est plus écolo que les écolos, je crois qu'il le dit plus tard, c'est ça en fait. Il va le dire plus tard. La Terre serait davantage travaillée et perdrait donc ses éléments. Ah, il protège la Terre, le petit coco. Il faudrait aussi travailler les sols en permanence avec tous les effets négatifs du labour que j'ai déjà cité. C'est en fait anti-écolo de dire qu'il faut interdire le glyphosate. Alors, on peut le considérer comme étant de mauvaise foi. Il y a beaucoup de gens qui sont de mauvaise foi. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont de bonne foi. Alors moi, je ne suis pas dans la mémoire, mais je suis dans le Perche. On en a parlé tout à l'heure aussi. Hein, je gentrifie le Perche. Mais j'ai un voisin céréalier qui a 70 hectares, à peu près la même chose. Lui, il est actif temps plein sur l'exploitation agricole, mais ça n'emploie pas suffisamment. Il va monter une malterie pour valoriser son produit céréal qui est difficile à valoriser. Vous savez, pour valoriser la céréale, soit on fait du pain, soit on fait de la bière. Hein. Il n'y a pas 40 façons. Donc lui, il a ses 70 hectares. Il est en agriculture dite de conservation des sols. Alors moi, ça m'intéressait son histoire de malterie. Il m'a invité à monter sur sa moissonneuse batteuse. Il m'a expliqué le fonctionnement de son exploitation, comment il utilisait le glyphosate. Comme il dit lui-même, pas du glyphosate, un parfum de glyphosate. Très peu de glyphosate. Il est en semi-direct. Donc en fait, il passe une fois le tracteur, il laboure une fois dans l'année. Il sème en mettant le glypho en même temps. Et après, c'est fini jusqu'à la moisson. Il m'explique ça, il est tellement enthousiaste qu'il coupe le contact, il descend du tracteur, il arrache une touffe de blé pour me montrer les vers de terre qu'il y a dessous, la grummelosité du sol qui ressemble à du couscous. C'est un passionné. Ce gars est un passionné. Un passionné de quoi? De ses sols. Et il s'inspire en fait de traditions d'agroécologie portées par des agronomes emblématiques, comme par exemple les époux bourguignons, que vous connaissez sans doute pour certains d'entre vous. Voilà, il s'en inspire d'une manière extrêmement directe. Voilà, pourquoi? Mais parce qu'il est contre l'utilisation du tracteur, contre le tassage des sols, pour la vie dans son sol, et le glyphosate, ça ne tue pas les bestioles. Donc, là, à ce point-là, on peut dire juste qu'il y a de la complexité. Bienvenue dans le monde de la complexité, disait je ne sais plus qui tout à l'heure. Il y a un peu plus de complexité. Et dans le discours d'urbain très normatif sur bio c'est bien, le reste c'est pas bien, eh ben, il y a un risque très fort à ne rien comprendre aux situations et du coup à opposer des modèles qui ne le sont pas. Pourquoi ils ne le sont pas? Parce que mon voisin dans le Perche, son cousin, il a 200 hectares et il est en bio. Donc là j'ai un petit qui fait du glypho en agriculture de conservation des sols. Et j'ai un gros concentré qui fait du bio. Et ils s'entendent très bien, et ils écoutent le même prêtre, parce qu'ils vont à la même église. Qu'est-ce qui fait que, dans la même famille, on ait deux destins aussi différents? Vous voyez, là c'est pas France du Nord contre France du Sud, c'est dans le même village, dans la même famille, deux cousinades qui opèrent des choix différents. Ce sont des choix stratégiques.
Pourquoi ce sont des choix stratégiques? Parce que dans la ferme de 200 hectares en bio, où on utilise un matériel agricole énorme, on a des tracteurs énormes, et on fait un désherbage mécanique qui oblige à passer 5, 6, 7, 8 fois dans le champ, hein. Et ben on a du travail. Pourquoi on a du travail? Parce qu'on a le père, parce qu'on a la mère, parce qu'on a les 2 fils, parce qu'on a la fille, parce qu'on a la conjointe. On est 5 à travailler sur l'exploitation agricole. Lui, par contre, il était seul avec son vieux-père. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière ces choix-là? Il y a la question du travail. Et la question de l'économie du travail. Je ne dis pas que c'est le seul facteur. Bien sûr que ce n'est pas le seul. Il y a la question de la représentation sociale du métier, de la responsabilité sociale des agriculteurs. Il y a plein de choses. Évidemment qu'il y a aussi pour certains de la mauvaise foi. Il y a plein de choses qui peuvent intervenir. Mais moi, s'il me semble qu'il y a un facteur qu'on oublie toujours, qu'on n'en ne parle quasiment jamais, alors qu'il est fondamental pour tout comprendre, c'est le travail. On essaye d'expurger l'agriculture de son travail. Et ça, c'est pas propre à l'agriculture. C'est n'importe quel secteur économique. Dans un monde de libre concurrence, le facteur qui coûte à l'heure actuelle en France, c'est le travail. On le remplace par autre chose. Chez les bio, le travail humain, il est remplacé par le labour, par la mécanique, ce qui leur permet aux autres de se gausser en disant, en fait, ils font du bio avec du fioul. Voilà. Et chez les autres, les champs, les conventionnels, ça va être notamment le glyphosate. Une fois si on arrive à mettre ça en évidence, on est à la fois dans quelque chose de très pessimiste, puisque finalement on dit il n'y a pas d'alternative, finalement il n'y a pas de bon modèle. Non, je ne dis pas ça, hein. Moi je préfère manger bio que ne pas manger bio, hein. Je préfère ne pas manger de glyphosate, personnellement. Et puis par ailleurs, c'est pas totalement pessimiste. Ça permet de réunir des gens qui avaient tendance à être divisés par le regard qu'on porte sur eux. Et ça me paraît être une porte de sortie intéressante si on veut retravailler ces questions agricoles. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Jean Gardin. Y a-t-il des réactions du côté des méchants ou des gentils dans la salle? Merci d'abord pour votre propos très éclairant. On pourrait échanger sur de nombreux points parce qu'il y a beaucoup à dire et je sais que dans le temps qui vous était imparti, ce n'était pas possible de développer encore davantage la complexité, notamment déjà par exemple sur le dernier point, sur l'exemple de la bio, il y a différentes attitudes et différentes exploitations en bio et notamment certaines qui emploient encore plus de personnes que par exemple les 5 que vous avez évoquées. Et donc qui utilisent moins de machines, donc on ne peut pas, entre guillemets, caricaturer, je ne dis pas que c'est ce que vous avez fait, mais le conventionnel, l'agriculture productiviste, et celle en bio qui utiliserait beaucoup de fioul et qui polluerait également. En plus, par rapport au nombre d'emplois, face à une problématique du chômage importante dans un pays comme la France, ça mérite réflexion pour tous. Je voulais conseiller une lecture à chacun, si je le souhaite. C'est le dernier livre de Fabrice Nicolino qui apporte une réflexion très intéressante sur tout ce qui est agriculture, sur tout ce qui est pesticides, sur tout ce qui est les différents acronymes que vous avez évoqués et la manière dont l'agriculture est gérée et administrée au niveau national. Donc, si ça vous intéresse, allez voir Fabrice Nicolino sur Internet, vous en saurez plus. Je voulais également, si c'est possible, revenir sur certaines cartes que vous avez montrées sur les résidus de pesticides dans l'eau, par exemple, à l'échelle nationale. Pour évoquer un aspect que vous savez sans doute aussi, c'est que dans les analyses d'eau par les syndicats d'eau, les syndicats intercommunaux d'eau, selon le pourcentage présent, il y a des choses qui ne sont pas analysées d'eau, qui ne font pas partie de la liste des produits qui sont analysés. Donc par définition, même si l'eau est, on a un traitement des eaux usées, c'est-à-dire les eaux à la fois des particuliers, et puis tous les usages de l'eau qu'on connaît, industriels, agricoles, etc. Il y a des choses qui ne sont pas mesurées. Donc par définition, on peut dire qu'il n'y a aucun résidu, entre guillemets,
dans les eaux et qu'elles sont totalement propres à tel ou tel endroit, sauf qu'il y a des choses qui ne sont pas mesurées. Enfin voilà, c'était pour poser cet élément en plus. Et je ne sais pas si la carte précédente aussi, je crois qu'il y avait aussi quelque chose que je voulais me permettre de... Oui, tout à fait d'accord, parce que je suis aussi géographe de formation, tout à fait d'accord sur l'aspect sémiologie graphique et le fait que ce soit en stock, c'est pas forcément parlant. Après, pour le grand public, je veux me faire l'avocat du diable, si je peux dire, je vais défendre la démarche. Pour le grand public, c'est une manière de voir où sont vendus en fait. C'était l'idée rechercher où sont vendus le plus de pesticides dans tel ou tel département pour avoir une idée en fait des zones où on en utilise le plus. Après, ça représente pas forcément peut-être complètement la réalité, mais ça donne une image. Je vous laisse répondre. Oui, sur la dépôt, je suis tout à fait d'accord. Hein. Faut pas crier à sur les ULC pour ça. C'était juste pour, si vous la montrez des élèves. C'est marrant parce que ça permet d'aborder la question de la fabrication des cartes. Voilà, avoir un recul critique sur la manière dont on fabrique des cartes. Mais après, la carte, effectivement, les départements n'étant pas de taille suffisamment différentes les unes des autres, elles restent globalement valables. Il n'y a pas de souci. Sur la pollution des eaux, oui, tout à fait. Bon, c'était pas mon sujet aujourd'hui, mais on ne cherche que ce qu'on trouve. Alors déjà, des choses qu'on ne cherche pas parce qu'on ne cherche pas à les connaître. C'est ce qui s'est passé pour Rouen avec Louisol, là, on ne sait pas quoi chercher, donc on ne le trouve pas, bizarrement. Et puis la troisième chose, c'est qu'il y a des choses qui sont qui coûtent cher à chercher, et des choses qui ne coûtent pas cher à chercher. Donc on mesure très facilement les particules fines dans l'air, il y a beaucoup de polluants atmosphériques qui sont beaucoup plus durs beaucoup plus chers en fait à repérer. Et la première chose, c'était sur l'agriculture bio-employante. Oui, c'est ça le grand challenge. C'est ça. Et simplement, comment faire pour refaire de l'agriculture employante? Alors, il y a des bios qui vont faire cet effort-là, de se démécaniser. Mais dans ce cas-là, je me permets aussi de vous dire qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas bio, qui vont se démécaniser. Parce qu'à un moment, ils ne vont pas avoir le choix. Parce que bio ou pas bio, si vous avez raté un moment clé de la culture et que vous avez une adventice qui s'est développée dans le champ, vous allez avoir tout d'un coup, et très brutalement, une augmentation de la demande de travail qui va être folle. Bon. Puis par ailleurs, tout mon exposé, je l'ai basé sur des cartes issues du ministère de l'Agriculture, sur des statistiques agricoles, qui par définition ne tiennent compte que des gens qu'ils ont recensés comme étant des exploitants agricoles. Et il y a à côté de ça tout le petit monde des gens qui passent sous le radar. Ceux qui ont 10 brebis dans le pré d'à côté, vous passez, vous voyez qu'ils n'ont pas de puce dans l'oreille. Tous ceux qui ont acheté une propriété rurale à la SAFER, qui sert un petit peu maintenant d'agence immobilière, et qui ont une terre de 5 ou 6 hectares autour de chez eux, et qui en fait se sont mis à faire de l'agriculture. Il y a tout le monde des cotisants dits solidaires à la mutuelle sociale agricole, et qui ne bénéficient absolument d'aucune subvention, aucune aide, mais cotisent pour avoir le droit d'exister, et qui ne sont pas pris en compte dans les statistiques. On a tout ce petit monde-là, qui après tout peut être aussi porteur d'espoir. Et c'est sûrement pas chez eux qu'on va trouver la mécanisation ou l'usage des produits phyto la plus importante. Pour revenir à ce que vous disiez entre les bio et les conventionnels et méchants, vous n'avez pas parlé du tout de l'agriculture raisonnée. Si, j'ai pas préparé de propos là-dessus. L'agriculture raisonnée a été la première réponse stratégique de la FNSEA face à la montée du bio, pour dire voilà, notre agriculture elle est raisonnée. C'est une façon de répondre, c'est une façon médiatique de répondre, et qui reposait aussi sur des constats qui étaient évidents.
dire on n'est pas non plus des fous, on met pas d'affito partout comme ça pour se faire plaisir. On n'est pas des malades du productivisme qui voulons absolument rentrer dans le club très fermé des 100 quintaux à l'hectare, des plus gros producteurs par unité de surface. Je pense qu'elle a moins de contenu. Moi, mais je peux me tromper, je ne connais pas l'agriculture raisonnée, mais je pense qu'elle a moins de contenu que l'agriculture de conservation des sols. Parce que là, on a un vrai réseau d'agronomes, on a un vrai réseau de revues spécialisées sur ce que c'est que la conservation des sols. Après, pour ou contre, voilà, enfin, moi je ne vais pas juger, je ne suis pas agriculteur, hein, mais l'agriculture de conservation, ça m'a l'air d'être plus solide, plus consistant que l'agriculture raisonnée. Y a-t-il encore une autre question? Une réaction? Non? Bah écoutez, dans ces cas-là, je vous remercie beaucoup. Merci encore d'être venu.